dans le monde. C'est la voix de la renaissance des peuples africains. Nous portons désormais le flambeau d'une nouvelle Afrique. Debout pour bâtir notre destin. Afrique, terre d'espérance, l'heure de notre vraie liberté a sonné. Oh, yeah, Afrique, terre d'espérance, oh, l'heure de notre vraie liberté a sonné. Hey! Du nord au sud, de l'est à l'ouest, des forêts et des savanes, des steppes et des déserts, l'espoir renaît sur notre continent. Nous, peuples africains, unis dans la dignité, avons plus que jamais soif de justice et de liberté. Main dans la main, marchons vers la lumière pour léguer la paix à nos enfants. Oh, Afrique, terre d'espérance, oh, l'heure de notre vraie liberté a sonné. Afrique, terre d'espérance, oh, l'heure de notre vraie liberté a sonné. Que brillent nos cultures, nos richesses et nos talents, que s'élèvent nos voix dans un même élan. Par le travail, le courage et l'unité, nous ferons rayonner l'Afrique retrouvée. Afrique, terre d'espérance, oh, l'heure de notre vraie liberté a sonné. Afrique, terre d'espérance, l'heure de notre vraie liberté a sonné. Bonsoir chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Météo Politique Ivoirienne a choisi de parler du grand emplacement parce que nous sommes dans la guerre de communication et nous nous rendons compte qu'il y a eu des sorties en France qui nient pratiquement le grand emplacement. C'est-à-dire qui disent au parti de Marine Le Pen et à ses amis que le grand emplacement n'existe pas. Mais à les écouter, ils vous donnent l'impression que le grand emplacement dont ils parlent en France, eh bien, s'applique à tous les pays du monde. Le grand emplacement en tant que tel, selon ce qu'ils disent, n'existe pas. Je voudrais donner la parole à ce professeur pour qu'il en parle. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Parce que le grand emplacement en France n'est pas le grand emplacement dont on parle en Côte d'Ivoire. Le grand emplacement dont parle Renaud Camus en France, ce n'est pas ce grand emplacement dont nous parlons en Côte d'Ivoire. Écoutons ce professeur. Par exemple, vous êtes français, je suis français et tous les deux nous portons le nom de nos envahisseurs. Mais nous apprenons que nos ancêtres étaient les Gaulois. Une curiosité parce qu'à un moment de notre histoire, dans ce pays où l'État a créé la nation à partir de tribus, de morceaux qui n'avaient aucun sens ni aucune relation entre elles, il n'y a rien qui ressemble moins à un Celte qu'un Basque, qu'un Corse ou qu'un Alsacien. Nous avons été envahis par les Francs qui étaient issus de peuples scandinavo-germains
Nous avons ensuite été envahis par les Normands, nous avons été envahis par les Romains. Eux-mêmes ont importé sur notre territoire des populations qui venaient de leur empire, y compris des Arabo-Berbères. Les Arabo-Berbères nous sont remontés jusqu'à Poitiers, mais sont restés à Narbonne pendant des dizaines d'années. L'histoire de ce pays est un carrefour de migration, mais il y avait, grâce à Philippe II Auguste, un État central qui a décidé de créer un royaume, et le roi des Francs est devenu le roi de France. Et ceci a tout changé. Et au nom d'une logique qui existe toujours dans le Code civil, l'assimilation, nous avons réussi à faire à ce que tous les résidents sur le territoire se trouvent une identité commune. Je rappelle d'ailleurs que la nationalité française ne date que de la Révolution française. Avant, on était sujet du roi, d'où qu'on vienne, qui qu'on soit, mais à condition d'être présent sur le territoire où le pouvoir royal s'imposait. Mais après cette période, il se trouve que nous avons considéré, à juste titre, que l'assimilation c'était trop, parce que ça coupait les résidents de leurs racines historiques. Je me rappelle avoir accompagné Michel Rocard à la Cour de sûreté de l'État pour défendre l'usage du breton. Qu'est-ce qu'il faut relever ici? Un mot, on le définit dans son contexte. Cette théorie doit être développée dans le contexte français, non dans le contexte ivoirien, dans le contexte historique ivoirien, malien ou burkinabé. Non, ça concerne la France. Quand il dit ils portent le nom de leurs envahisseurs et qu'ils se font appeler les Gaulois, et que c'est après la Révolution française avec Philippe II Auguste que la France est devenue un État. Donc lorsqu'il parle de grand emplacement, il dit que le grand emplacement n'existe pas, je précise, en France, parce que il y a l'État et il y a une volonté politique. L'État est souverain et on est passé de l'assimilation au respect des identités historiques de chacun. Donc, lui, quand il développe sa thèse pour aller contre Marine Le Pen, il dit, puisqu'il y a une volonté politique qui s'exprime, qui oriente le peuple, les institutions sont solides, alors il n'y a pas de grand emplacement. Mais si nous comparons ce qu'il dit à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas connu des envahisseurs successifs. Nous connaissons le peuplement de la Côte d'Ivoire et vous retrouvez les frontières ethniques. Les Dida ont leurs frontières ethniques, on sait où ils sont. Les Abé, on sait où ils sont. Les Ati, on sait où ils sont. Les Malinké, on sait où ils sont. Ils ont des frontières ethniques. Alors qu'en France, les frontières ethniques ont été pratiquement effacées. Même si les Bretons existent encore dans telle zone. Mais nous n'avons pas, comme en France, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas des envahisseurs. C'est maintenant que nous voyons, nous sommes victimes d'une invasion de la nation ivoirienne. Alors, lorsque le professeur parle d'invasion, il parle d'une période qui ne concerne pas la nation, l'État français. C'était avant l'État français. Vous comprenez? Mais ce qui est dangereux dans ces propos, c'est qu'on a l'impression qu'il dit, si nous avons subi des invasions, pourquoi vous ne subissez pas des invasions? Vous pouvez aussi subir des invasions et puis après devenir un État. Non, nous disons non. Donc ce que vous devez comprendre ici, ce que dit le professeur concerne la France. Ça ne concerne pas la Côte d'Ivoire, ça ne concerne pas le Mali, ça ne concerne pas le Burkina Faso. Le grand emplacement que la France est en train d'orienter en Afrique, c'est pas ce grand emplacement dont parle Marine Le Pen et dont nous parlons. Nous ne parlons pas du grand emplacement de Marine Le Pen, du grand emplacement de Renaud Camus. Non. Parce que Marine Le Pen et Renaud Camus disent que les Noirs sont en train d'envahir la France. Donc, il faut barrer ça. Les immigrés sont en train de prendre, désormais, bientôt, plutôt dans le futur, les Blancs vont disparaître. Les personnes de peau blanche vont disparaître et c'est les personnes de peau noire qui vont envahir la France. Voilà comment elles conçoivent le grand emplacement. Eh bien, c'est loin de notre esprit, ce type de grand emplacement. Ce grand emplacement, cette notion,
ce concept, non. Nous ne nous retrouvons pas dans ce concept de grand remplacement. Et donc, voilà qu'un autre va venir dire que le grand remplacement n'existe pas à partir des données statistiques. Écoutez-le. Bonjour à tous, si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour démonter une idée reçue. Contrairement à ce que pensent certains, le grand remplacement n'existe pas. Et je vais vous le démontrer avec 4 chiffres seulement, 4 chiffres de l'INSEE, compilés par l'excellent Marc Vangar. Allez suivre son travail, d'ailleurs c'est très intéressant. Regardez bien jusqu'au bout cette vidéo, ça risque un peu de vous secouer, mais quitte à ne pas vous en remettre, ça vaut quand même le coup d'écouter. Premier chiffre, il y a 4 200 000 titres de séjour valides en France aujourd'hui. Ça veut dire simplement que si vous prenez 10 adultes au hasard dans la rue, il y en a un qui a un titre de séjour. 4 200 000 titres de séjour, c'est l'équivalent de Paris, Marseille, Lyon et Toulouse réunis. Et vous savez combien d'entre eux sont là pour travailler? À peine 13%. Mais ils sont presque la moitié à être venus pour motifs familiaux, c'est-à-dire venir ici pour profiter, avec vos impôts, du plus généreux système social du monde. Deuxième chiffre qui démontre que le grand remplacement n'existe pas. On a atteint cette année le record du nombre de titres de séjour accordés, 337 000. C'est plus que la population de la ville de Nantes qui serait donc entièrement composée d'étrangers. Voilà, on en est là aujourd'hui, dans notre beau pays de France. Rassurez-vous, mais rassurez-vous. Ils viennent pour travailler, bien sûr. Bien sûr que non. Sur ces 337 000, il n'y en a que 60 000 qui l'ont obtenu pour motif professionnel. Troisième chiffre qui démontre que le grand remplacement n'existe pas, que c'est une vue de l'esprit. 400 000 clandestins ont été régularisés depuis 2012, soit une petite dizaine d'années. Pour faire simple, c'est comme si la moitié de la population de Marseille était composée de clandestins régularisés. C'est vrai que quand on traverse certains quartiers, voire certains arrondissements, on serait tenté quand même d'y croire. Quatrième chiffre qui démontre que le grand remplacement n'existe vraiment pas. 30% des enfants nés en France entre 2015 et 2020 sont de parents d'origine africaine. En 1950, les enfants extra-européens ne représentaient que 1%, petit pourcent des naissances. Ils étaient 20% en 2005 et selon les projections, accrochez-vous, ils seront 50% en 2045. Vous voyez bien que le grand remplacement est un mythe. Je vous laisse un dernier chiffre, un dernier pour la route, pour prouver que les immigrés ne viennent pas profiter, pas du tout, de notre générosité. 11% des Français et 12% des immigrés européens bénéficient d'une HLM. Alors que 44% des immigrés africains vivent en HLM. Merci qui? Merci la France et merci les Français. Voilà. Alors nous parlons de grand emplacement en Côte d'Ivoire parce que la liste électorale est truffée d'étrangers. On enlève même le nom des Ivoiriens autochtones qui doivent voter. Donc la liste électorale n'est pas la liste qui reflète, disons, le peuple ivoirien. Voilà pourquoi on demande l'audit de la liste électorale. Déjà à ce niveau, il y a, disons, la volonté du grand remplacement. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est au niveau de la volonté politique. Le professeur nous dit qu'il y a une volonté politique en France qui a fait des gens des assimilés, des immigrés des assimilés, et après, on est passé au respect des identités historiques. Mais chez nous, la volonté politique n'existe pas. C'est une volonté politique qui fait en sorte que les étrangers, les terreaux, viennent s'infiltrer, viennent prendre la place de nos soldats. Les terreaux mercenaires entrent dans notre fonction publique. Les examens sont organisés en cachette. Les fonctionnaires que nous avons ne seront plus des fonctionnaires autochtones, ivoiriens. On prend d'autres peuples. Et donc ici, il y a un grand remplacement. Parce que la volonté politique dont parle le professeur n'existe pas. Au niveau des élections, eh bien, les électeurs ne seront pas des Ivoiriens à la fin.
Vous voyez? Donc, il y a un grand emplacement parce que les militaires qui sont à la solde de ce gouvernement sortent de nuit, cassent les villages, alors que nous, nos sociétés reposent sur le foncier rural, sur les villages. Et c'est le syndicat agricole africain qui a été à l'origine de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est grâce aux paysans que Houphouët-Boigny a demandé l'indépendance de la Côte d'Ivoire et a récupéré nos terres grâce aux paysans, à travers les paysans, par le biais des paysans. Vous voyez? Et qu'est-ce que Ouattara est en train de faire? Il est en train de briser le foncier rural, de nettoyer les villages, de les casser pratiquement, pour qu'il n'existe plus de villages. Et pour qu'on dise que l'étranger qui vient d'ailleurs, on ne veut même plus qu'on utilise le terme étranger ou immigré. Non. Parce que tous ceux qui sont là sont ivoiriens. Non. Vous voyez? Et on va vous donner des faits. Nous prenons le cas du chef d'état-major qui pleurait, le capitaine Guéigba Fabien. Eh bien, regardez les relations, le conflit d'intérêts qui existe entre ce chef d'état-major et le couple qui est à la tête du pays, Dominique Ouattara et son épouse. Regardez. Ce sont les parrains du chef d'état-major Chérif Ousmane, parrain de mariage. Donc, il est promu pour protéger le couple et ses intérêts, puisque ce sont ses parrains de mariage. Il y a un conflit d'intérêts entre l'armée et le monde politique, parce que il est en face de ses parrains de mariage. Alors, suivez la suite de la vidéo d'hier. Parce que hier, on a entendu la confession du général Mangou qui disait qu'ils avaient été torturés et qu'il était prêt même à rhumer. Il priait parce qu'il se disait qu'il allait passer dans l'au-delà. Et donc il priait pour son âme. Mais regardez ce Mangou aller contre les décisions de la Cour constitutionnelle qui devait protéger, le drapeau ivoirien qui doit protéger. Parce que quand le Conseil constitutionnel a parlé, c'est fini. C'est le dernier recours. Mais regardez ce qu'il allait faire à la Cour pénale internationale contre le président proclamé comme tel par le Conseil constitutionnel. Regardez ce qu'il va dire. Zakaria, je descends les marches, je me retrouve sur le perron du palais, en attendant que mon véhicule, mon chauffeur qui avait garé mon véhicule au parking de la présidence, vienne me prendre. J'ai été rejoint par un monsieur d'une 50aine d'années qui, après m'avoir salué, m'a dit ceci. Mon général, c'est moi qui ai mis Kone Zakaria et le ministre Tagro en contact. Kone Zakaria est prêt à travailler avec IB. Et IB est d'accord. Mon général, le temps presse. Je monte dans mon véhicule. Arrivé à Yopougon, je remets le numéro à mon chef de sécurité. Je pourrais, Monsieur le Président, en Yuko, vous donner le nom de mon chef de sécurité. Je ne souhaiterais pas le donner maintenant parce qu'il est encore dans l'armée. Donc je lui donne le numéro et je lui dis, c'est le numéro de Kone Zakaria. Appelle-le pour voir si c'est bien lui. Il faut noter que mon élément connaît très bien Kone Zakaria pour avoir fait la formation avec lui. Et quand il appelle, qu'il tombe sur son interlocuteur, il me dit, mon général, c'est lui, mon général, c'est lui. Donc je lui fais signe de lui dire que je vais lui parler. Donc il annonce
ne quittez pas pour le chef d'état-major des armées. Kone Zakaria, bon, on a l'habitude de nous appeler classe. Donc quand je prends le téléphone et que je dis « Allô », il me dit « Classe, bonjour ». Et je réponds « Bonjour, comment vas-tu » Il me dit « Ça va ». J'attends l'argent pour commencer le travail. Ce qui veut dire que quand je suis parti de la présidence de la République, quelqu'un l'a appelé pour dire que le général allait t'appeler. Voici ce dont j'ai été témoin. Pour répondre maintenant à votre question, maître, je voudrais dire qu'il y a eu effectivement collusion entre IB et Kone Zakaria. Je peux continuer? Merci. Pour l'opération au niveau d'Abobo. À court de logistique, Kone Zakaria va user de ruse et de perfidie pour faire croire au président Laurent Gbagbo et au ministre Tagro qu'il va mener une action qui leur serait favorable au nord-est, mais au lieu de mener cette action, ils sont descendus tout simplement au sud-est pour mener l'opération au niveau d'Abobo. L'argent remis a servi donc, maître, à l'infiltration des éléments, j'allais dire des lieutenants de Kone Zakaria. Un certain Ferré Konaté, c'est le même Kone Zakaria qui, lorsque je suis allé au Golfe le 12 avril 2011 pour faire allégeance au nouveau président de la République, assis dans l'après-midi sous un arbre, viendra pour me trouver pour me dire « Classe, nous avons pris Tagro, mais il s'est tiré une balle dans la tête. » Je suis un peu émotionné, excusez-moi. Il s'est tiré une balle dans la tête. Alors j'ai dit, mais comment ça? Pourquoi l'a-t-il fait? Était-il armé? Est-il mort? L'intéressé se contentera de me dire, non, nous l'avons transporté dans une clinique. Et j'en ai profité pour lui demander, mais est-ce qu'on t'a donné l'argent? Il a répondu par l'affirmative. Mais ce que je peux vous dire, vu le milieu dans lequel on était, je n'ai pas demandé au-delà que combien il a reçu. Donc, cette information qu'il m'a donnée, Monsieur le Président, pour moi, ressemble un peu à un aveu d'un... Le général Mangou livrait ainsi ses militaires au gouvernement Terro-Terro, qui a des otages en prison. Vous avez vu le début de la vidéo. Ces prisonniers que je montre, un a été pris en Mauritanie. Nous avons vu la Mauritanie attaquer aujourd'hui le Mali. Donc, ce n'est pas étonnant qu'ils aient remis ces bécos au gouvernement ivoirien. Parce que c'est le groupe de Terro-Terro. Donc, vous allez entendre le général de Boblé contredire ce dernier. Écoutez ce que dit le général de Boblé au sujet du comportement de ce général Mangou, disons maltraité, torturé. Eh bien, écoutez les propos du général de Boblé. Quelqu'un qui n'a pas honte, c'est un danger. C'est un danger. Mangou, c'est quelqu'un qui n'a pas honte. Et c'est quelqu'un qui n'a pas de convictions. Il a des convictions flottantes. Il est ici, il est là, et il va comme ça. C'est un carriériste, un opportuniste. Je le connais. C'est pour ça que je vous parle de lui. Alors, la CPI m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Il m'a dit, je suis indiscipliné. Mais quel est cet officier qui est indiscipliné
et qui n'a jamais été puni jusqu'au grade de général. Et cet officier qui est indiscipliné et qui est toujours avancé dans la première année de sa proposition, toujours jusqu'au grade de général. C'est-à-dire c'est comme un élève qui est dans une classe qui n'a jamais redoublé et qui est toujours parmi les premiers à passer en classe supérieure. On peut dire d'un officier de ce type-là que c'est un indiscipliné. Il n'avait rien à dire, il a parlé. Mangou a fui. On faisait la guerre, Mangou a fui. Et je vais vous dire comment il a fui. Je parlais avec Mangou au téléphone. On parlait des tactiques, tout ça va de la guerre. Et puis on s'est quitté. 30 à 40 minutes après, je me suis rappelé de quelque chose et je l'ai rappelé. Quand je l'ai rappelé, son aide de camp m'a dit, le général dit, il va vous prendre après. C'est inhabituel. Chaque fois que j'appelle le général Mangou, automatiquement il me prend au téléphone. Parce qu'il se demande, je pose la question, peut-être que j'ai une commission pour lui de la part du président. Mais là, il a dit, mais pas après. Ça m'a fait un peu bizarre. J'attends 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Je ne l'appelle pas. Je le rappelle, le téléphone est fermé. J'appelle tous ces gardes de cour autour de lui, les téléphones sont fermés. Alors j'étais inquiet. J'ai essayé d'appeler les autres chefs militaires et ils ont dit que, bon, ils n'ont pas eu de nouvelles. Je pensais que les rebelles l'avaient tué. Il était dans une embuscade. Alors je sors de mon bureau pour faire quelques tours dehors et je croise 3 officiers de la garde républicaine qui me disent, mon général, vous êtes au courant? Il dit au courant de quoi? Il dit le chef d'état-major a fui. J'ai dit mais il fuit pourquoi? Pourquoi il fuit? Bon, et laissez, on a continué la guerre. Ne parlons plus de la guerre, c'est derrière nous. Mais c'est moi qui suis allé le chercher là où il s'est caché pour aller l'envoyer chez le président parce qu'il voulait s'excuser. J'étais avec Conan Boniface. Quand nous avons rencontré Mangou, il avait sa garde, sa voiture, mais il a voulu monter avec moi. Il dit Togo, je vais monter avec toi. Tellement il avait peur. Il est monté dans ma voiture. Il était assis à ma gauche. Mais je vous jure, ce sont les moments les plus difficiles de ma carrière. Voir votre grand chef, grand de gueule, assis à côté de vous, comme un chien malade. Et c'est difficile à supporter. Et chemin faisant, c'est là qu'il me fait une révélation. Il me dit Togo, je suis allé à l'ambassade, je crois, d'Afrique du Sud, à cause de Julienne. Julienne, c'est son épouse. Parce que pendant la transition militaire, Julienne a trop souffert. C'est pourquoi je suis allé là-bas me mettre à l'abri avec elle. Quand j'ai entendu ça, j'étais écrasé de honte. Un chef d'état-major, général 4 étoiles, en pleine guerre, général 4 étoiles, en pleine guerre, il ne donne pas ordre à ses hommes sur le terrain. Il ne laisse pas de consignes à ses hommes sur le terrain. Et qui va se cacher pour protéger sa femme. Est-ce que tous ceux qui étaient sur le terrain étaient des célibataires?
Eux aussi, ils avaient leur Juliette. Ils avaient leur Juliette pour la République, pour leur mission. Ils ont continué à combattre, à se battre, parce que c'est ce que la mêlée demande. Mais lui, il s'est caché à cause de Julienne. Et il va à la CPI, il raconte sa vie. C'est une grande queue en temps de paix et une petite queue en temps de guerre. C'est ce que je peux dire de moi. Général Mangou avait perdu son humanité. Et il n'y a pas parole plus forte que ce que dit cette chanson. Dieu me protège, je suis un guerrier. Je t'ai tout donné, même quand je n'avais plus rien. Car la vie m'a éduqué à partager. La richesse est notre humanité. Tu l'as perdue, mais moi je compte bien la glorifier. Aujourd'hui c'est fini. Tu as voulu m'intimider, m'humilier et me menacer. Tu as juste réveillé le guerrier qui sommeillait en moi. Les portes du paradis se referment pour toi. Je passe à l'offensive. Tu veux jouer? On va jouer. Échec et mat, regarde-moi briller. Parce que nul n'attaque le ciel sans en subir la foudre. Je n'ai peur de personne. Dieu me protège. Je ne céderai jamais devant le vice, le mensonge et le mal. Le diable me craint et je le sors de chez moi. Allez, sors de chez moi. Dehors, dehors, tu ne m'atteindras jamais. Jamais, jamais. Dehors, allez, sors de chez moi. Dieu me protège, je suis un guerrier. Donc nous avons parlé du conflit d'intérêts entre le couple Ouattara et le chef d'état-major. Nous avons parlé des tortures au sein de l'armée, à tel point que le chef d'état-major va accuser le président élu par le peuple et proclamé président par le Conseil constitutionnel. Et nous allons maintenant aborder le cas du petit frère d'Alassane Ouattara, qui a été nommé Premier ministre, et regardez comment il est reçu en France par Macron et son gouvernement. Disons par le gouvernement, par l'homologue du petit frère de Ouattara en France. Regardez l'accueil qu'on lui a réservé. Cabinet du ministère des Armées et des Anciens Combattants de France. Les honneurs militaires sont rendus au vice-premier ministre, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Téné Birahima Ouattara est ainsi reçu par son homologue Catherine Vautrin. Cette rencontre permet d'aborder les questions liées à la coopération au plan de la défense. La France et la Côte d'Ivoire ont une histoire ensemble, une histoire en matière de défense, en matière de sécurité, et nous avons parlé un peu de tous les points en cours de développement, que ce soit au plan gestion du terrorisme, que ce soit au plan donc de la gestion de l'espace maritime. Nous avons ensemble un certain nombre de tâches à accomplir et je peux vous dire que les choses se présentent très bien avec la partie française. Nous avons donc de très très bonnes relations et nous pensons que ces relations devraient continuer comme elles ont été. Notre pays a besoin de paix, notre pays a besoin de sécurité et la France est un partenaire privilégié pour donc nous soutenir dans cet effort de paix et de sécurité. Vous constatez que si nous tenons compte de ce que le professeur a dit au début de la vidéo, que la souveraineté, nous ne l'avons pas. La souveraineté n'appartient pas au peuple ivoirien. La souveraineté appartient à une dynastie, à une famille, la famille des Ouattara. L'épouse, Dominique Ouattara, Alassane Ouattara, son petit frère Ouattara, Téné Birahima Ouattara, qui est à la tête de l'armée, de la défense,
qui a le ministère, il est Premier ministre, mais il a tout pouvoir. C'est lui qui dirige les armées. Ça veut dire que le Premier ministre qui est là est un figurant, Begré Mambé. Donc, voyez que nous assistons à un grand remplacement qui ne tient pas compte de la nation, qui ne tient pas compte de la République. Nous ne sommes plus à l'époque des Bretons, des Normands, des Romains. L'époque que nous connaissons est une époque moderne où les nations se sont constituées et sont à l'ONU, dans l'Organisation des Nations Unies. Comment se fait-il que des gens arrivent et commencent à détruire ce qui fonde la nation ivoirienne? Et le multipartisme, le fait que nous soyons sortis du parti unique, c'est-à-dire la dissolution, selon eux, de la CEI comme organe, est un danger pour la Côte d'Ivoire. Parce que ça vient confirmer le grand remplacement. On parlera de cela. Parce que la CEI a pris forme grâce au président Laurent Gbagbo. C'est une force, un clou très important. Un clou très important de la démocratie ivoirienne. Nous en parlerons. Mais pour le moment, je m'arrête là. Vous pouvez comprendre aux uns et aux autres que le grand remplacement en Côte d'Ivoire existe bel et bien. Parce que la volonté politique dont parle ce professeur n'existe pas. La nation ivoirienne est en train d'être déchiquetée par le gouvernement Téro-Téro installé par Sarkozy à la tête de la Côte d'Ivoire. Et c'est le premier modèle d'un gouvernement Téro-Téro en Afrique. Le premier modèle d'un gouvernement Téro-Téro en Afrique. Et vous pouvez analyser pour voir, après ce que Blaise Compaoré a fait au Burkina Faso, eh bien ici, c'est pratiquement la perfection. Vous voyez, on est en train de mettre à la tête de la Côte d'Ivoire un gouvernement de Téro-Téro qui emprisonne les uns et les autres et qui est sur le point d'arracher au peuple autochtone ivoirien la nation ivoirienne. Je voudrais m'arrêter là pour vous dire simplement que le grand remplacement en Côte d'Ivoire existe. Ce qui se passe en France et doit être analysé dans le contexte historique de la France. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire doit être analysé dans le contexte historique de la Côte d'Ivoire. Alors, avant de terminer, je vais vous donner la réponse de ce qui a été posé comme question. Alors, les courriers qu'il leur a donnés. Ici, nous avons un pronom personnel, un pronom sujet, pronom personnel sujet. Ici, celui qui on dit les courriers que le coursier a donnés à qui? Aux agents. Votre patron arrive et dit: est-ce que vous avez remis les courriers aux agents? Oui, on a remis les courriers aux agents. Non, les courriers qu'il leur a donnés, que le coursier leur a donné. Qui leur a donné? On ne doit pas répéter les mêmes phrases pour montrer au patron qu'on parle le bon français. Donc, voilà un peu. Et vous avez le périmètre, du diamètre 2π multiplié par rayon, où vous mettez diamètre multiplié par rayon. Voilà. Donc, vous avez la réponse ici. Merci et à la prochaine vidéo.